Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse. Avec aujourd'hui la question de Damien qui porte sur l'inspiration. Damien se demande comment retrouver l'inspiration, comment être inspiré, comment se sentir connecté. Damien se sent comme coupé d'une certaine source d'inspiration. Alors, en vérité, cette question ne porte pas tellement sur le fait de trouver l'inspiration ou de la retrouver, mais sur les différentes sources d'inspiration. Parce que il est important de comprendre que tout être humain, quel qu'il soit, eh bien, est inspiré. Il n'y a pas d'être humain qui soit complètement dans une bulle fermée, étanche, qui soit comme privé de toute inspiration. Alors, évidemment, dans ce terme d'inspiration, quand on parle de trouver l'inspiration, chercher l'inspiration, on pose souvent cette idée d'inspiration, quelque chose de très élevé, de très lumineux, de très ouvert. Or, l'inspiration, eh bien, est neutre. Elle dépend de l'endroit depuis lequel, eh bien, vous puisez cette inspiration. C'est un peu comme, vous savez, c'est le même terme pour la respiration. Lorsque vous respirez dans un milieu confiné, peut-être pollué par des gaz d'échappement, par ce que des usines rejettent, eh bien, vous allez inspirer ceci et ça va eh bien, se mélanger avec votre constitution. Et plus vous allez élever votre corps dans des endroits qui sont préservés ou qui sont là en quelque sorte distants des zones polluées, bien plus vous allez recevoir une inspiration qui correspond à ce nouvel étage. Eh bien, c'est un peu la même chose pour l'être humain, c'est-à-dire pour ça que donc on a pris le même terme, l'inspiration, quelque chose de tout à fait naturel. Souvent, on place sur ce terme quelque chose d'assez parfois ésotérique, nébuleux, spirituel. En vérité, je vous le dis, tout être humain est inspiré. Alors, effectivement, ensuite, il faut se poser la question, inspiré par quoi? Vous avez tous fait l'expérience de traverser des lieux, d'aller dans des endroits, dans des pièces, dans des salles, dans des maisons, dans des assemblées, dans lesquelles, eh bien, vous avez capté, ressenti certaines ambiances. Et donc, cette ambiance qui est produite par le décor, par les gens, par ce qui s'y passe, eh bien, constitue une information. C'est la somme, on va dire, de tout ce qui est produit, de tout ce qui est pensé, de tout ce qui est émané par l'ensemble des êtres qui s'y trouvent. Alors, parfois, on pose sur cette ambiance le terme d'égrégore, c'est-à-dire c'est une masse énergétique qui est constituée de la somme de toutes les émanations mentales, de toutes les émanations psychiques de celles et ceux qui se trouvent rassemblés ou qui se connectent avec la même intention dans une même direction. Donc, vous avez fait l'expérience d'être dans des ambiances dites plombées, par exemple, dans lesquelles eh bien, vous avez senti l'influence du lieu, l'influence potentielle sur votre respiration, sur la manière dont vous sentiez. Donc, dans une assemblée, par exemple, où vous percevez une grande tristesse, ou une certaine colère, ou une certaine lassitude, un doute, peut-être que là, vos actions, vos paroles, vos gestes ont été comme influencés par l'information que vous avez donc inspirée dans les lieux, et vous n'avez peut-être pas dit certaines choses ou fait certaines choses en fonction de ce que vous aviez capté. Et à l'inverse, vous avez aussi fait l'expérience d'entrer dans des pièces ou dans des maisons, dans des assemblées où l'ambiance était beaucoup plus enjouée, beaucoup plus légère, beaucoup plus altière et spirituelle, comme on dit. Et là, peut-être que vous avez senti en vous davantage d'élan à dire certaines choses, à prononcer certaines phrases, à produire certains gestes, et ainsi de suite. Donc, ne sous-estimez pas la force de l'entourage, du groupe, de l'endroit dans lequel vous vous trouvez,
sur eh bien, les actions, les paroles, les pensées que vous allez produire. Cette information ambiante va conditionner à un certain degré ce que vous allez produire, ce que vous allez penser, ce que vous allez faire, etc. et vos élans et même votre degré d'énergie. Alors bien sûr, tous les êtres humains ne sont pas sensibles au même degré s'agissant des influences et donc de l'information qui circule autour d'eux. Vous savez que les 5 ou 6 personnes que vous allez le plus côtoyer, eh bien, vont comme marquer votre ambiance générale. Alors, bien sûr qu'il y a en plus, après, de manière plus large, ça va être le cercle d'amis, le cercle de travail, ou la communauté, si je puis dire, dans laquelle vous évoluez le plus souvent. Eh bien, si vous n'êtes pas complètement conscient ou consciente des informations qui circulent dans cette, on va dire, entité collective, eh bien, vous allez être le fruit de ces influences, de ces informations que vous inspirez et qui vont donc, en quelque sorte, conditionner ce que vous allez ensuite, en tout cas, vos actions, ce que vous allez exprimer ou expirer. Alors, dans un premier temps, lorsqu'on aura le sentiment de ne pas être inspiré, comme la question de Damien le suppose, il faut observer déjà l'environnement dans lequel, habituellement, eh bien, on évolue. Est-ce que cette gamme de fréquences dans laquelle je me situe produit ou met à ma disposition des informations qui vont dans le sens de mon élévation ou plutôt m'incitent à être dans une forme de stagnation, d'immobilisme, voire de régression, c'est-à-dire de repli identitaire, de peur, de colère, ainsi de suite. Donc déjà là, alors encore une fois, je ne suis pas en train de dire ou de valider l'idée que certaines personnes seraient toxiques en tant que telles. On parle là de l'information qui circule et de votre plus ou moins grande porosité s'agissant de ces informations. Est-ce que vous êtes comme une éponge qui aspire ceci, ou alors est-ce que vous êtes quelqu'un qui a parfaitement conscience eh bien, de la densité des informations qui flottent autour de soi et qui, tant bien que mal, tente eh bien, de les maintenir à distance et de se mettre dans sa bulle ou de s'extraire de ces milieux de manière ponctuelle pour aller, comme on dit, se ressourcer. Donc là, encore une fois, il n'est absolument pas lieu d'aller juger les gens qui vous entourent d'une manière ou d'une autre, mais simplement d'être conscient des forces en présence. Plus vous avez en vous-même des endroits, des parties qui vont résonner, qui vont être dans la même gamme de fréquences des gens qui sont autour de vous et qui peut-être vont exprimer ou expirer de la peur, du doute, de la colère, de l'angoisse, tout ce que vous voulez, plus vous allez comme être facilement impacté, donc inspiré par ces mêmes gammes de fréquences, par ces mêmes énergies. Donc ça, il est nécessaire d'en avoir conscience. Ça ne veut pas dire pour autant que le fait de vous isoler, de partir toute seule ou tout seul au fin fond de la forêt, vous préserve. Simplement, là, en premier temps, c'est d'être conscient en tout cas d'un possible caractère éponge s'agissant de l'inspiration. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, parlent de ces temps de ressourcement. Alors, quand on parle de ressourcer, c'est quoi? De quelle source s'agit-il? Souvent, on aspire à une source première, quelque chose qui, comme on dit, ça coule de source ou de l'eau de source. Qu'est-ce qu'elle a, l'eau de source? Elle est pure, c'est-à-dire elle n'a pas été transformée, elle n'a pas été polluée, elle n'a pas été modifiée dans son trajet. Donc, ça, ce qu'on aime dans ce ressourcement, c'est cette sorte de neutralité de l'information. Alors, peut-être que parmi vous, beaucoup se sentent là, en tout cas, sentent le besoin de s'extraire de leur milieu, de leur cadre habituel, de leur zone dite de confort pour aller se ressourcer. Et beaucoup choisissent, par exemple, la nature, ce qu'on appelle la nature. Alors là, c'est pareil, il faut être assez lucide sur en tout cas, le pouvoir de la nature,
est ce qu'on appelle la nature. La nature n'est pas, en quelque sorte, un décor qui correspond à votre idée de la nature, parce que la nature, elle est partout. Elle peut être aussi bien en haute montagne, dans le désert, dans la forêt, en pleine mer. Tout ça, c'est la nature. Alors, de quel type de nature parle-t-on? Vous savez, j'ai passé de longs mois, pendant plusieurs années, en Amazonie. Et la nature qui est là s'y déploie pourrait être trouvée fort peu inspirante ou ressourçante pour beaucoup de personnes qui disent aller se ressourcer dans la nature. Parce qu'il y a une forme de vie, une sorte de source jaillissante de mouvement, d'interactions qui vont comme stimuler certaines fonctions, on va dire, de survie de l'humain et qui sont assez peu propices à ce qu'on appelle un ressourcement. Donc, si vous êtes concerné par cette idée d'aller se ressourcer, d'aller vous ressourcer dans la nature, posez-vous la question de ce que vous attendez de cette nature-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt chaud, rond, où il n'y a pas de prédateurs, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de choses qui pourraient stimuler un certain inconfort? Et donc, qu'est-ce que vous lui demandez? Alors, ça peut être, on parle de la nature, mais certains choisissent des lieux en particulier, ça peut être des lieux de culte, ça peut être en haut de la montagne, ça peut être une vision particulière, en haut de la falaise, un soleil couchant. Qu'est-ce que vous attendez de ce spectacle, de cet environnement? Alors bien sûr que quand on parle de ressourcer, c'est une reconnexion à on va dire, une gamme de fréquences qui permet de lâcher l'influence collective et de sentir à nouveau cette circulation sans effort qu'on appelle respiration. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a le fameux retour dans le monde habituel, dans son quotidien, et là, quel choix on fait? On fait le choix de se reconnecter à cette neutralité de la nature, ou alors, on repart, on redescend dans les couches plus denses, et on va à nouveau accepter l'influence ambiante, l'influence du collectif. Donc là, comprenez bien que le décor dans lequel vous êtes, s'il vous impacte, c'est-à-dire que s'il vous sentez qu'il maintient vos actions, vos élans, vos idées dans une gamme de fréquences du fait, effectivement, de cette influence, vient un moment donné où vous devez poser la question suivante: pourquoi je me maintiens dans ce décor-là? Qu'est-ce qui m'empêche réellement, parce que ma tête répond, mais qu'est-ce qui m'empêche réellement de me choisir un environnement humain, géographique, davantage en adéquation avec ce que j'ai envie d'exprimer ou d'expirer? Si vous trouvez, vous estimez que votre environnement est comme, on va dire, au fond de la vallée, pollué par les gaz d'échappement qui sont les émanations mentales des uns et des autres, qu'est-ce qui vous empêche de vous élever un peu, on va dire, sur les flancs de la montagne pour vous mettre en résonance avec des personnes, avec des endroits, avec des situations qui vont davantage résonner avec votre gamme de fréquences? Encore une fois, ce n'est pas un jugement que vous allez porter sur votre entourage. Il y a une infinitude sur Terre de gammes de fréquences qui sont occupées par les uns et les autres. À vous, maintenant, de déterminer ce qui pourrait vous maintenir, alors par loyauté, par peur du changement, par habitude dans certaines strates, au détriment d'autres, et qui, de fait, vous prive d'une influence, donc toutes ces informations qui pourraient être d'une fréquence plus élevée, et du fait donc de côtoyer un environnement, un décor, des personnes plus en adéquation avec votre désir d'expression ou d'expiration. Donc là, la question se pose. Cette fameuse zone de confort, qui est une zone effectivement de
on connaît bien les choses, on connaît les gens, ainsi de suite. Elle est pernicieuse parce qu'elle, bien sûr, elle évite effectivement de traverser les turbulences, etc. Mais surtout, elle nous prive de sentir pleinement notre porosité. C'est-à-dire que cette zone de confort, effectivement, elle étant très restreinte, très limitée, elle nous prive de l'expérience d'aller en quelque sorte comme boucher toutes les failles que l'on peut garder du fait effectivement de toutes les croyances, les peurs, ainsi de suite. Quand on parle de zone de confort, là chacun doit avoir mis à sa porte. Vous savez, dans le quotidien de l'humain, il veut tout et son contraire. Alors il veut effectivement une inspiration plus élevée, c'est-à-dire recevoir là une influence de gamme de fréquences qui sont supérieures à celle de la peur, du contrôle, du doute, ainsi de suite. Mais lorsque, effectivement, l'univers lui propose de boucher ses failles par l'expérience quotidienne, eh bien, il demeure dans la zone de confort. Il y a 1001 exemples possibles. Vous allez, je ne sais pas quoi, vous avez un rendez-vous pour solliciter un prêt à la banque, ou pour demander un service à quelqu'un, ou pour produire un discours de départ d'un de vos collègues, etc. Là, vous devez vous observer en train de faire le choix de demeurer dans une zone de confort, c'est-à-dire de demeurer dans le su, dans le connu, dans le déjà vu. Et donc, si vous commencez à préparer en amont dans votre tête ce que vous allez dire, que ce soit dire au banquier, dire devant une assemblée, ce que vous allez dire à un tel ou une telle dans telle ou telle situation qui va survenir plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous voulez comme contrôler la suite, donc rester dans cette zone de confort, qui est une zone de contrôle. Et donc, oui, mais vous dites, ok, mais c'est comme ça, au moins, je ne risque pas de passer pour un nul, pour un abruti, pour ceci, pour cela, devant l'autre ou devant les autres. Prenons l'exemple d'un discours. Vous savez que là, vous allez potentiellement être placé dans une position de prise de parole en public. Sortir de sa zone de confort, c'est quoi dans ce moment-là? C'est dire, bon, ok, certes, l'inspiration doit s'appuyer sur une structure mentale. Donc, vous avez dans votre structure mentale, eh bien, la connaissance des règles de grammaire, de conjugaison. Donc, c'est la maîtrise de la langue qui est ce sur quoi s'appuie effectivement la possible inspiration. Mais si vous dites non, ça c'est pas suffisant, ok, je parle le français, je connais les règles de grammaire, de conjugaison, mais je dois contrôler la suite. Donc je vais écrire à l'avance mon discours et le faire relire à mes amis afin d'être sûr que tout est bien, que personne ne sera choqué, ou que c'est drôle, ou que ceci, ou que cela. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous rendez dans cette assemblée et que là, vous êtes en train de produire ce discours. Mais qui est là? C'est quelqu'un qui amène son passé en se prétendant présent. Donc il dit, là, je suis présent, je suis très heureux ou très heureuse d'être présent parmi vous aujourd'hui, mais il n'est pas présent, ou elle n'est pas présente, elle est passée. Et ce qui va être là exprimé, c'est du passé. Donc il n'a là aucune inspiration dans le présent. Or, si vous devez prononcer ce discours donc dans le présent, face à une assemblée qui est présente, face à peut-être un ami ou une amie qui est devant vous, qui est donc présente, qui vous écoute, qui est ouvert ou ouverte à vous, que se passe-t-il si vous lui sortez un récit, un discours que vous avez écrit dans le passé? Et bien, là, il n'a aucune inspiration. C'est quoi le premier pas pour se sentir une inspiration plus élevée? Et bien, se dire, ok, je m'appuie sur mes compétences naturelles, qui est là en l'occurrence la simple connaissance de la langue et la maîtrise des principaux outils de la grammaire. Et le reste, c'est quoi? Et bien, le reste, c'est faire acte de présence, et puis capter l'ambiance, l'assemblée, capter ce qui est là présent, et donc être inspiré dans le ici et maintenant sur ce que je
vais dire. Si vous, en quelque sorte, faites le choix systématiquement de préparer à l'avance vos gestes, vos paroles, vos phrases, vos actions, vous vous fermez à une inspiration de niveau, de gamme plus élevé. Vous vous laissez comme influencer dès le départ par la peur, par le doute, par le contrôle, par l'angoisse, et ainsi de suite. Donc, soyez aussi là conscient, consciente qu'une inspiration de fréquence plus élevée suppose que vous sortiez, en tout cas que vous acceptiez de sortir dans plein de circonstances de votre zone de confort. C'est-à-dire arrêter de préparer à l'avance ce que vous allez faire et dire. Alors bien sûr que là, ça peut batailler dans la tête. Oui, mais je ne saurais pas faire. Comment veux-tu que j'improvise? Et c'est là où on confond effectivement l'action personnelle de l'inspiration. Mais c'est encore comme si là, vous vous posiez la question de « Tiens, je vais monter à mi-hauteur du flanc de la colline de la montagne, mais comment savoir s'il y aura de l'air pour moi pour respirer ?» Je dis « Mais fais confiance, c'est justement l'endroit où l'air est plus pur, moins dense, moins alourdi par la pollution des uns et des autres. » Donc, c'est un exercice quotidien que de sortir de cette zone de confort. Alors bien sûr que dans cette perspective, vous devez être sensible, ouvert et lucide s'agissant de vos propres capacités d'être influencé par les regards, les jugements. Tiens, je suis en train de dire ça, telle personne me regarde bizarrement, peut-être que ce que je dis n'est pas intéressant, ou ceci, ou ça les fâche, ça les met en colère. Et donc là, ça vous donne aussi la possibilité d'être lucide sur tout le pouvoir que vous donnez aux autres de déterminer votre capacité ou non à être plus ou moins inspiré, et donc être inspirant ou inspirante. Là aussi, vous devez être lucide. Si vous voulez recevoir une inspiration de fréquence plus élevée que celle habituelle, ça signifie que vous devez renoncer progressivement à tout le pouvoir que vous octroyez aux uns et aux autres de déterminer ce qui est juste à faire, à dire, à prononcer, et ainsi de suite. Mais par voie de conséquence, vous-même, vous devez être aussi lucide sur tous les jugements potentiels que vous portez sur l'inspiration des uns et des autres. Chaque fois que vous voyez quelqu'un en train d'agir, de faire ou de dire des choses sous l'inspiration, eh bien, si vous condamnez en quelque sorte ces actions inopinées, ces gestes impromptus, ces fameux lapsus, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous ne voulez pas ça. Vous voulez effectivement contrôler les choses. Alors vous allez effectivement blinder votre comportement pour éviter les phrases qui sortiraient de leur contexte, les lapsus, toutes ces choses qui sortiraient de vous. Donc de cette zone de contrôle et de confort, et qui pourrait avoir des conséquences agissant de ce que les autres vont penser de vous et dire de vous, ainsi de suite. Donc on ne peut pas à la fois aspirer à une inspiration de plus haute fréquence et en même temps continuer à vouloir donner du pouvoir aux uns et aux autres, le pouvoir en particulier de déterminer notre valeur, donc votre valeur. Votre unicité n'est pas comparable à aucune autre. Donc, qui dit inspiration de haute fréquence, et jusqu'à ce que ça se rejoigne avec votre unicité, eh bien, suppose que vous reconnaissiez l'unicité des uns et des autres dans l'entièreté de leur comportement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de la force du groupe, des égrégores, l'influence collective, vous devez être aussi conscient de ce que ça peut avoir comme impact dans toutes les strates. Vous savez, dans les phénomènes de foule,
C'est ce qui se passe. Vous avez des gens qui sont dans cette espèce donc d'entité collective humaine et qui vont être donc sous l'influence du groupe, là, et qui peuvent produire des gestes, des actions, proférer des insultes, qui, lorsqu'on les sort, ces personnes, de ce contexte de la foule, eh bien, trouvent ça absolument aberrant, se demandent ce qui leur a pris, quelle force les a portés à ce moment-là. Vous savez, dans certaines époques, là, j'œuvrais dans la sécurisation des grands matchs de foot en particulier. Et puis, il pouvait y avoir des espèces de batailles rangées en dehors des tribunes, avant le match ou après le match. Et là, vous avez ces phénomènes de foule où vous avez des gens qui se laissent, donc là, qui absorbent l'air électrique, l'ambiance, et ainsi de suite, et qui se mettent effectivement à adopter le comportement des uns et des autres, avec la violence, avec du caillassage, on va casser des voitures, on va agripper des grilles, ainsi de suite. Et dedans, ne croyez pas que vous avez que des voyous, ainsi de suite. Vous avez des gens qui sont, en théorie, tout à fait respectables par leur profession, des dentistes, des avocats, des professeurs, et qui vont dire au moment là, de leur interpellation, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors, cette chose qui prend, c'est quoi? Eh bien, c'est juste cette information qui, si elle n'est pas en quelque sorte conscientisée, a un pouvoir important sur les personnes, sur les êtres qui sont là au contact de celle-ci. Alors, si vous jugez le comportement des uns et des autres, croyez que ça ne peut arriver qu'aux autres, c'est les autres qui sont sous influence, ils devraient se maîtriser, ainsi de suite, c'est le meilleur moyen pour vous être, en tout cas, aveugle s'agissant des portes qui peuvent accueillir aussi des derniers de même fréquence. Si vous dites, tiens, bon, effectivement, l'égrégore, l'entité collective a une force, un pouvoir, certes qui dépend de celui que je lui ai donné, mais en même temps, je dois être lucide. Est-ce que moi, je ne suis pas sous influence? Est-ce que là, tout le monde fait la même chose en même temps, tout le monde se rend pour remplir son réservoir d'essence ou pour vider les rayons des supermarchés, ou tout le monde court dans la même direction parce que quelqu'un a crié, on ne sait pas dans quelle direction? Ne suis-je pas, moi aussi, parfois, sous l'influence des uns et des autres qui suivent leurs peurs, leurs doutes, leurs angoisses, leur colère, et ainsi de suite? Tout ça, effectivement, est et reste de l'inspiration. Alors certes, une inspiration qui est de basse fréquence, mais si vous jugez le comportement des uns et des autres qui obéissent effectivement à cette influence collective, vous allez peut-être sous-estimer, eh bien vous aussi, on va dire, les potentielles prises d'influence qui pourraient survenir en vous. Donc ça, c'est important que quand vous posez la question de l'inspiration de plus haute fréquence, que vous sentiez que ce qu'on appelle l'inspiration n'est que de l'information. Et une information, elle est neutre à la base. Elle est neutre, mais elle va comme rencontrer dans tout être humain un potentiel. Alors, c'est la raison pour laquelle l'information, elle n'est pas personnelle. Donc, cette inspiration n'est pas individuelle. Vous pouvez avoir deux personnes qui vont être inspirées en quelque sorte en même temps de faire la même chose. Ça peut être la même musique, ça peut être le même dessin, écrire le même livre sur la même thématique, le même mouvement, les mêmes gestes, ainsi de suite. Alors parfois on parle de plagiat, tiens, un tel a copié l'autre, mais non, c'est impossible, ils vont dire qu'ils étaient séparés à des milliers de kilomètres, ainsi de suite. Parce qu'il y a en beaucoup d'esprits humains, l'idée, la croyance que l'inspiration est individuelle et qu'elle émane de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Or, l'inspiration, donc l'information qui permet l'inspiration, elle est tout autour, elle est partout, elle est disponible pour tout le monde. Alors évidemment qu'il y a des personnes dont l'unicité est plus propice à la captation de certaines informations. Et si vous n'avez pas peut-être de compétences dans le domaine, je sais pas quoi, de la pratique de la musique, eh bien, vous n'allez pas capter une information qui vous permet de produire un morceau ou une symphonie.
Mais pour deux personnes qui possèdent les mêmes compétences dans un domaine particulier, eh bien, elles sont toutes deux en capacité de capter cette même information en même temps. Parce que cette information, elle est en dehors du temps et de l'espace. Elle n'est pas limitée à un pays, elle n'est pas limitée à une ville, elle n'est pas limitée à un créneau horaire. Donc, ne soyez pas là surpris si parfois vous vous retrouvez avec une sorte d'idée qui vous vient et vous dites, tiens, ah, ce serait bien, je ne sais pas quoi, construire une maison, écrire un livre, avec peu importe, quelque chose qui vous traverse, et vous dites, tiens, je pourrais mettre ça en œuvre, et puis 15 jours plus tard, vous voyez que quelqu'un l'a fait. Et vous dites, mais c'est dingue, c'était mon idée. Alors, ce n'était pas votre idée, c'est vous vous êtes connecté, vous aussi, à cette même information. La seule différence entre vous et l'autre, c'est que l'autre est peut-être un peu plus sorti de sa zone de confort et il l'a exprimé, il l'a expiré. Donc, dans ce mouvement de la respiration, l'autre a donné suite, si je peux dire, à cette idée, cette information qu'il a traversée. Donc, cette information n'a rien de personnel. Elle existe pour tous et toutes, et donc, je vous répète, les informations, elles sont dans toutes les gammes de fréquences. Et c'est pour ça que vous avez des informations de très basse fréquence qui vont s'adjoindre à des peurs profondes, des instincts de survie qui sont là parfois inscrites chez l'être humain et qui vont donner vie, donner corps à des actions qui sont particulièrement violentes. Ça peut être des meurtres, des viols, tout ce que vous voulez, des agressions. Et lorsque, effectivement, on sort l'intéressé de son contexte, on le décale de la source, en quelque sorte, d'information, eh bien, il y a une sorte de recul qui est pris. Mais qu'est-ce qui m'a pris, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Quelle force, m'a traversé à ce moment-là. Et donc, on voit que ce n'est pas personnel, ce n'est pas individuel. C'est aussi, encore une fois, l'une des raisons pour lesquelles, si vous jugez en permanence les uns et les autres pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils disent, pour leurs gestes, pour leurs réponses, pour leurs réparties, ainsi de suite, eh bien, c'est un très bon moyen pour vous couper, pour vous priver et pour ne pas percevoir en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, eh bien, ces informations qui sont là disponibles et auxquelles, évidemment, vous pouvez vous connecter en toute conscience. Que ce soit lorsque vous avez un rendez-vous que vous estimez important et dans lequel vous dites, tiens, là, j'ai besoin d'une inspiration élevée. Ça peut être lorsque vous avez, je sais pas quoi, un livre à écrire, un texte à prononcer, un rendez-vous particulier. Et vous dites, tiens, si je me fie qu'à moi, et si je me fie à mes peurs qui vont capter une information particulière, je vais, pensant contrôler les choses, dire des phrases qui en vérité sont issues de la peur, je ne serai pas pour l'autre quelqu'un d'inspirant, mais plutôt quelqu'un qui va inspirer, en tout cas, inspirer le doute, la défiance. Qu'est-ce que vous voulez en vérité inspirer au fond de vous? Comme tout être humain, vous voulez inspirer la confiance, inspirer l'unité, inspirer l'ouverture. Mais pour ceci, eh bien, puisque ce n'est pas localisé, il est nécessaire de considérer que cette information, elle n'est pas en quelque sorte meilleure qu'une autre, elle est simplement située dans une gamme de fréquences plus élevée. À partir du moment où vous allez juger certaines informations, eh bien vous mettez comme des plateaux, comme un plafond de verre au-dessus de vous, et vous vous empêchez d'accéder à certaines gammes d'informations qui sont effectivement de fréquences plus hautes. Alors on pourrait se dire, eh bien c'est bien simple, il suffit que je m'entoure de personnes inspirantes ou animées en permanence d'intentions élevées, dans des endroits qui sont propices au ressourcement, et le tour est joué. Je serai forcément bien inspiré, j'aurai là
une jonction entre ces informations et puis mon unicité, puisque ce ne sont pas mes peurs, mes doutes, mes angoisses qui seront stimulés. Et donc, je serai en capacité de produire, d'exprimer, d'expirer le meilleur de ce que je suis. Sauf que, voyez-vous, ce que veut l'univers pour vous, c'est pas l'intermittence, c'est la permanence. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si d'aventure, on vous sort cette ambiance douce, chaleureuse, inspirante, cette nature ressourçante, de ces bâtiments là, silencieux, qui vous enveloppent, ou que sais-je, en tout cas un environnement, un décor qui favoriserait une inspiration de haute fréquence. Et donc si on vous sort de cela et qu'on vous place dans un endroit où d'un seul coup, autour de vous, les gens vous regardent de manière agressive, il y a du bruit, il y a du fracas, le ciel s'assombrit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous perdez votre inspiration, votre connexion à cette source élevée? Qu'est-ce qui se passe? Quand je vous dis que l'univers veut pour vous la permanence, c'est-à-dire que votre présence, votre rayonnement soit continu. Le rayonnement du soleil, il est continu, même si la météo change, lorsque, effectivement, il y a beaucoup de nuages dans le ciel, ça ne réduit pas le rayonnement du soleil. Donc, le décor, l'environnement, les personnes n'ont pas le pouvoir de réduire cela. Sauf que lorsque l'on s'adosse à la croyance que certaines personnes, en particulier certains endroits, sont plus favorables, alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais une vérité, elle est éternelle, elle est permanente, ou elle n'est pas, ou sinon c'est une demi-vérité. Si votre connexion à votre inspiration la plus élevée, eh bien, n'est vraie que dans certains endroits avec certaines personnes, eh bien, c'est une demi-vérité. Alors, je vais vous dire ce que l'univers attend de vous, c'est que, eh bien, au milieu du chaos, au milieu des flammes, au milieu des cris de haine ou de colère, eh bien, vous soyez celui ou celle qui est encore le réceptacle de cette information la plus élevée qui soit. Alors, bien sûr que c'est là, effectivement, le plus grand défi, puisque l'ambiance, l'influence collective est a priori tout sauf un moyen, un vecteur de vous permettre là d'exprimer, d'expirer quelque chose qui soit là en connexion avec votre unicité. Mais c'est parce que justement, vous avez cessé de donner du pouvoir au décor, à l'environnement, que dans ces situations-là, vous devenez celui ou celle qui est littéralement inspirant, c'est-à-dire qui permet la jonction du ciel et de la terre, qui permet la reliance du point le plus haut avec le point le plus bas, qui amène le souffle dans la matière ou l'esprit dans la matière et qui crée cette expiration, cette respiration qui est là le symbole, l'émanation, la manifestation de cette inspiration telle que Damien la souhaite. Merci infiniment à toutes et à tous. Ce sera ma réponse à cette question sur l'inspiration, comment la trouver, comment la retrouver, comment la sentir. Je vous dis à très bientôt et merci à tous.